Donc bonsoir à tous, effectivement je suis très heureux d'être là et merci pour l'invitation pour parler de l'évolution de la conscience qui est un grand sujet et qu'en plus on va explorer avec Ken Wilber qui est un grand bonhomme, quelqu'un vraiment de passionnant et comme l'a dit Cyril, très peu connu, trop peu connu en France, en tout cas dans le public francophone. Il y a peut-être une très bonne raison à ça, c'est qu'il est très peu traduit. Sur une trentaine d'ouvrages qu'il a fait, il y a je crois 4 ou 5 livres qui sont traduits. Je donnerai une bibliographie à la fin. Et donc on va étudier l'évolution de la conscience à la lumière de Ken Wilber. On prendra un premier temps pour parler de ce bonhomme, de cet autodidacte qu'est Ken Wilber. On parlera ensuite de l'évolution de la conscience dans une perspective holonique. On va parler des holons, qui est un concept très important chez Wilber, pour voir qu'il n'y a pas de sens à étudier l'évolution individuelle sans la mettre en lien et sans l'intégrer avec l'évolution collective, sociétale. Ensuite, on parlera de quelque chose que Cyril a déjà abordé, je crois, la semaine dernière, sur le fait que l'évolution n'est pas homogène, elle n'est pas linéaire, elle est paramétrique, et elle est relativement discontinue. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, cette évolution paramétrique et non linéaire. Et on terminera avec ce qu'on pourrait appeler le mouvement universel. C'est ce que cherche un petit peu à mettre en lumière Ken Wilber, transcender et inclure. On va voir vraiment cette dynamique sous-jacente à l'évolution. Voilà pour le programme ce soir. Ken Wilber, comme vous le voyez, c'est un extraterrestre. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on plonge dans son œuvre, tellement elle est d'une richesse, d'une étendue, d'une complexité, en même temps d'une pertinence absolument extraordinaire. Il a été, lors de la sortie de son premier livre, alors qu'il n'avait que même pas 30 ans, même je crois qu'il l'a écrit à 23-24 ans, Le spectre de la conscience. J'en parlerai un petit peu plus loin, vraiment décrit comme l'Einstein de la conscience, comme vraiment un génie de ce domaine passionnant et en même temps abstrait qu'est la conscience. Voilà, et donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche à nous donner des cartes, des cartographies, en l'occurrence de la conscience, et puis progressivement, il s'est d'abord intéressé à la psychologie, et c'est surtout de la première partie de son œuvre dont on parlera ce soir, et après il a étendu sur vraiment la sociologie des religions, l'épistémologie, l'histoire des idées, la mystique, l'évolution, la psychologie évolutionniste. Il est dit de lui, et vu l'œuvre, que ça doit être vrai qu'il lisait jusqu'à 3 livres par jour, avec 2 heures d'haltérophilie pour l'aider à ancrer et pas être trop... pour ça que sur certaines photos, vous le voyez avec voilà, super musclé, avec le Marcel comme ça, donc il est assez détonnant. Je vais lui redonner un visage humain quand même, on va pas le laisser en extraterrestre toute la soirée. Donc voilà, et progressivement, donc il a vraiment cherché à nous donner une carte, il est encore vivant, à nous donner une carte globale, universelle, pour lire toutes les cartes des connaissances humaines. Ce qui l'a amené à cette théorie, à édifier progressivement une théorie intégrale du tout. Donc vous voyez, le bonhomme, il a pas peur de ce à quoi il s'attaque. Il veut vraiment montrer que finalement toutes les disciplines de la connaissance humaine, en fait, elles parlent de la même chose, mais sous des angles différents et complémentaires. Et c'est ça vraiment qu'il cherche à nous faire goûter. Un des rares livres traduits en français s'appelle Une brève histoire de tout, qui est en fait un condensé d'un de ses livres majeurs qui doit faire à peu près 600 pages, Sex, Ecology, Spirituality, et ça vous donne un peu un avant-goût de qu'est-ce que c'est que cette théorie intégrale du tout. Voilà, et donc on va essentiellement s'intéresser à la première partie de son œuvre, de son travail. Ken Wilber a été un des penseurs éminents et en même temps un trublion, un trouble-fête dans le domaine de la psychologie transpersonnelle qui est né dans les années 60, 70, 80. Et on va s'intéresser donc surtout à cette partie psychologie. Ken Wilber a une vingtaine d'années, 21, 22, 23 ans, il fait des études de biologie, il a énormément de facilité, mais il s'ennuie. Il n'est pas très bien dans sa peau, il ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Et il tombe sur un passage du I Ching, le Tao Te Ching, qui parle de l'être et du non-être, qui parle de la vacuité, du vide qui n'est pas vide, et qui pourtant est vide. Et chez lui, ça fait l'effet d'une détonation, ça fait l'effet vraiment d'un réveil extrêmement puissant. Et à partir de là, il continue ses études de biologie, il a une bourse pour ça tombe bien, étant donné qu'il est doué. Mais en fait, il va lire du Krishnamurti, il va lire des bouquins de psychologie tibétaine, du bouddhisme tibétain, du bouddhisme zen, il va lire Jung, il va lire Fritz Perls, donc dans la Gestalt, il va lire Freud,
il va lire tout ce qui lui tombe sous la main et qui parle de la conscience humaine. Et c'est vraiment une passion, et ce qui est déjà, je trouve, la force de cette personne-là, c'est bon, déjà son appétit de connaissances, et surtout qu'il a vraiment soif de tout. Il peut autant lire voilà, les bouquins de Freud que des vieux textes de sagesse hindoue qui reviennent de très très loin. Et ce qui va vraiment l'intéresser, c'est tout ça, comment on peut le mettre ensemble. Il a l'intuition que ça parle évidemment tout de la même chose, même si des fois ça peut paraître extrêmement éloigné. Il a vraiment l'intuition que ça parle de la même chose, et ça l'amène à ce modèle du spectre de la conscience. L'idée que la conscience, comme la lumière blanche, peut adopter des couleurs différentes, et que ça va amener un peu comme des filtres. Si vous voyez le monde à travers des lunettes violettes, vous n'allez pas voir la même façon que des lunettes d'une couleur verte ou jaune ou rouge. Que la conscience, finalement, elle se déploie sur un spectre comme ça, très très diversifié, un continuum, et que finalement, chaque courant de la psychologie, qu'elle soit occidentale ou qu'elle soit orientale, parle d'un petit bout de ce spectre-là. Que la psychanalyse, ou en tout cas que la psychologie occidentale parle de certains aspects, et que la psychologie orientale, voilà, le bouddhisme tibétain, le yoga intégral de Sri Aurobindo, beaucoup de sources de connaissances, tout ça, ça parle de ce continuum que la conscience est capable de rejoindre, de vivre, de traverser. Et donc il va faire cette synthèse, il va la faire dans la connaissance, et ça va être, on va le voir, une des critiques majeures, c'est-à-dire que c'est que d'abord Wilber est un autodidacte, il n'a pas de diplôme, peut-être vaguement un diplôme de biologie, de début d'études de biologie, mais après il est complètement hors cursus universitaire. Et puis l'autre chose, c'est que ce n'est pas un praticien, ce n'est pas un thérapeute, il n'a jamais été face à un patient, à un client, donc c'est beaucoup dans la connaissance. Mais pas seulement, on peut considérer aussi que Wilber est un mystique, puisque dès ses toutes jeunes années, il se met à pratiquer différentes formes de méditation, beaucoup la méditation zen, mais pas seulement. Et donc, ces différents aspects de la connaissance, il les connaît aussi de façon phénoménologique, il le connaît aussi par sa propre expérience individuelle. Il va explorer les choses, il a envie d'aller voir par lui-même ces différents possibles de la conscience. Donc voilà, il va faire cette synthèse, et avec l'intuition que les premiers stades de développement sont très bien décrits par la psychologie occidentale, qui s'arrêtent à un moment donné, et que les stades ultimes, en tout cas les stades plus matures développement de la conscience, sont très bien décrits par la psychologie orientale. Donc ça, il en parle dans son premier livre, je vais vous le faire en français parce que mon accent anglais est absolument épouvantable, Le spectre de la conscience, et son deuxième livre, The Atman Project, qui est absolument passionnant, et qui aborde justement ce déploiement de la conscience depuis le tout nourrisson jusqu'au grand sage, au grand mystique, et qui fait le lien avec la psychanalyse, avec la psychologie occidentale, avec l'analyse transactionnelle, et avec voilà, tout ce qu'il a pu finalement lire. Donc voilà, ça c'est sa première j'allais dire œuvre, et qui fait que très jeune, on a pu l'appeler l'Einstein de la conscience. Évidemment, vous voyez déjà probablement les liens avec le travail de Graves, que vous avez vu les cours précédents avec Cyril, puisqu'il y a, même si voilà, lui, Wilber s'intéresse aux différents niveaux de conscience, stades de développement de la conscience, c'est plus resserré, c'est plus précis avec Graves, qui va parler des systèmes de valeurs, d'évolution des systèmes de valeurs, mais on va voir des choses très proches. Ce qui va les différencier, et probablement ce qui a valu aussi beaucoup de critiques dans le monde académique pour Wilber, c'est qu'il assume une position que beaucoup qualifieraient de métaphysique. C'est-à-dire que pour Wilber, un être humain, c'est un être déjà physique, qui participe à la physiosphère, c'est-à-dire au monde concret des atomes, et avec toutes les lois que ça correspond. C'est un être aussi biologique, qui participe à la biosphère, donc à tout l'écosystème, et avec le fonctionnement du corps, du cerveau, etc., mais pas seulement. C'est aussi un être qui participe à la noosphère. La noosphère, ça vient de Teilhard de Chardin, ça vient aussi, c'est aussi Edgar Morin qui en parle, en disant que les idées sont des êtres vivants qui évoluent et qui impactent l'esprit humain. Alors sans aller dans l'ésotérisme, c'est pas du tout cette question-là, mais c'est, on va dire, la sphère de la psyché, c'est la sphère du sens, c'est la sphère des idées, c'est la sphère aussi des affects. Et donc, étudier un être humain, c'est aussi l'inscrire dans la noosphère. Et il ne s'arrête pas là, c'est aussi l'inscrire dans ce qu'il appelle la théosphère. On a un petit problème de contraste de lumière, mais vous voyez que c'est encore une autre sphère qui transcende et inclut les précédents, qui est la sphère pour lui du divin, c'est la sphère du sacré, c'est la sphère de l'absolu.
et qui est encore au-delà que ces autres réalités-là. Donc il assume finalement d'être dans une dimension comme ça, qui va du plus dense au plus subtil, du plus concret au plus abstrait. Non pas que ce soit au-dessus, que le subtil soit au-dessus du concret, mais comme vous voyez, ce sont des réalités qui s'interpénètrent. Et donc voilà, il assume cette dimension aussi spirituelle, il n'a pas peur d'aborder ça, et pour lui, mettre de côté le spirituel ou la métaphysique, la noosphère, la théosphère, sous prétexte que ce n'est pas concret, que ce n'est pas tangible, pour lui, c'est vraiment amputer la conscience, la psyché de l'être humain, d'une part non seulement importante, mais même essentielle pour lui. Donc c'est absolument essentiel pour lui d'intégrer et de garder ces dimensions-là. Là, vous voyez un schéma qu'on trouve dans Sex, Ecology and Spirituality. Il a comparé beaucoup son propre système. Dans The Atman Project, je crois qu'il a 16 sous-stades, donc vous voyez, c'est très très fin dans le développement. C'est beaucoup un développement cognitif, même s'il s'en défend un peu. Et puis avec, à droite, vous voyez les différents systèmes de valeurs de Graves. Et donc, globalement, les couleurs se retrouvent, en tout cas sur les premiers stades, il y a vraiment une correspondance entre l'état de conscience beige, violet, rouge, bleu, etc. Lui, il utilise des couleurs un peu différentes, on ne va pas trop rentrer là-dedans parce qu'on va s'y perdre. Ce qui est important, c'est que dans les premiers stades, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les différents stades de développement de la conscience correspondent de façon très très proche avec le travail de Graves. Là où ça va changer, là où ça va être différent, c'est dans les stades ultimes, c'est-à-dire que même si c'est déjà un petit peu présent chez Graves, la dimension, on va dire, spirituelle, abstraite, subtile, va être beaucoup plus présente chez Wilber que chez Graves. Et puis surtout, vous voyez, notamment avec le travail de Sri Aurobindo, qui est un mystique qui a fait le pont entre l'Orient et l'Occident, on voit qu'il y a des stades de développement qui vont au-delà du stade turquoise, qui est le stade de développement ultime pour Graves. Donc vous voyez beaucoup de correspondances, notamment vraiment sur les 6 premiers stades, et puis sur les stades ultimes, des petites différences qui sont liées au fait que Wilber s'inscrit dans un paradigme qu'on pourrait considérer aussi de métaphysique. Alors pour résumer, parce que selon les bouquins que vous prenez chez Wilber, vous pouvez avoir 3 stades de développement, vous pouvez en avoir 9, vous pouvez en avoir 10. Là, on va garder les 10 stades de développement. On a ce qu'on appelle ces stades pré-personnels, où finalement la conscience du nourrisson est vraiment plutôt une proto-conscience, et puis progressivement va devenir de plus en plus précise. Ensuite, les stades personnels, où on va développer la soi-conscience, la réflexivité, je suis conscient d'être conscient, je peux penser sur ma pensée, donc on va avoir cette complexification progressive de la conscience, et puis les stades transpersonnels, c'est-à-dire que progressivement la conscience finit de s'identifier, on pourrait dire, à l'ego, à la personnalité en tant que telle, et commence à rejoindre une réalité qui dépasse cette réalité-là, qui est plus subtile, et qui est au-delà de la persona, qui va vraiment dans l'être, et on va développer progressivement une supraconscience. Alors là, vous retrouvez, c'est un rappel, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, le stade beige, instinctif, archaïque, qui est vraiment le nourrisson de quelques mois, le soi magique, animiste, le fait que la psyché projette sur le monde et sur les choses ses propres peurs, ses propres émotions, etc. Le soi impulsif, égoïste, ça pour ceux qui ont des enfants de 2, 3, 4 ans, vous savez, vous voyez à peu près ce que ça... Moi d'abord, moi au centre. Il n'y a pas encore d'intégration en fait des règles sociales, du bien, du mal. On est vraiment on commence à prendre conscience de soi et on se sert, on est vraiment au centre du monde. Ensuite, on a les trois autres niveaux. Le soi mythique conformiste, donc là on commence vraiment, au sens psychanalytique, c'est vraiment le surmoi qui commence à être intégré, c'est-à-dire qu'on a une notion de bien et de mal. On n'a plus besoin de l'extérieur qui nous dit non, tu ne coupes pas les moustaches du chat parce que ça ne se fait pas et puis que ça va probablement lui causer des gros problèmes. On va commencer à voir papa et maman intérieurement qui nous disent ce qui est bien et ce qui est mal et on va pouvoir commencer à s'intégrer à la société. Le soi rationnel, gagneur, donc vraiment cette conscience orange, ambitieuse, opportuniste, efficace, le soi relativiste, la conscience verte, donc là où ce qui va vraiment être important, c'est l'harmonie, c'est les relations, c'est la multiplicité des points de vue, c'est la richesse des partages. Et puis après, on rentre dans le soi holistique, où progressivement, l'être humain prend conscience de ses interactions, ses interrelations avec tout, un peu la Terre comme un organisme vivant, et puis progressivement, avec les stades ultimes, va
aller au-delà du monde des apparences, du monde formel, va dépasser, on va dire, ce qu'on appelle la matrice de signification de la société. Ça va avec le langage, avec la culture, avec toute la socialisation. Finalement, on nous apprend à voir le monde d'une certaine manière. Et dans les stades transpersonnels qu'on peut expérimenter dans les états modifiés de conscience, on va aborder d'autres manières d'aborder soi-même, les autres, le monde. Et c'est ça, que ce soit holistique, global, progressivement, initie, jusqu'à un stade ultime que Wilber décrit comme un stade vraiment non duel, en dehors des formes, enfin une synthèse magistrale de tout et au-delà de toute dualité. Donc on retrouve vraiment cette idée de spectre de la conscience, de différenciation de niveau de conscience. L'idée aussi qu'on a chez Graves qu'il y a une hiérarchie, pas dans le sens que les stades vert est supérieur à l'orange, mais c'est qu'il y a un sens dans l'évolution. Ça, c'est quelque chose qu'on peut critiquer, que certains critiquent, mais pour lui, c'est très très clair qu'il y a un sens dans l'évolution. Des fois, ça peut s'arrêter, des fois, ça peut revenir en arrière. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a un développement comme ça qui va toujours dans le même sens. Et donc, des choses qui se retrouvent vraiment très proches par rapport à Graves, mais vous voyez, chez Wilber, dans la méthodologie, ça change beaucoup. Ce qui change beaucoup, c'est que lui, il le fait par une synthèse de toutes les connaissances et aussi par une exploration intérieure dans sa propre expérience et non pas à partir d'une étude, comme Graves l'a fait, en posant des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une personnalité mature, notamment, qui a été à l'origine de son travail. Donc voilà les 10 stades de développement que l'on voit avec Wilber. Donc vraiment se passionner de la conscience et du développement de la conscience. Alors, premier zoom sur la question de l'évolution. Il y a un concept très important chez Wilber qu'il emprunte à quelqu'un qui s'appelle Arthur Koestler, qui est le concept de holon. On dit que tout ce qui existe est un holon. Un mot, un être vivant, un humain, un atome est un holon. Tout ce qui existe, une planète, c'est un holon. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un holon? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? C'est que c'est à la fois une entité à part entière, d'accord? Il y a sa propre identité, sa propre agence, et en même temps, simultanément, c'est la partie d'un tout plus vaste. Il n'y a rien qui existe qui soit juste une totalité en soi sans appartenir à quelque chose de plus vaste. Et il n'y a rien qui soit juste la partie de quelque chose de plus vaste sans avoir sa propre identité. C'est l'idée qu'on puisse... que par exemple, voilà, on va avoir un atome qui a sa propre identité et qui ses propres lois de fonctionnement et qui simultanément, c'est rarement un atome qui se promène comme ça, il va être souvent en lien avec d'autres atomes et peut-être que si c'est oxygène avec 2 hydrogènes, il va former une molécule d'eau. D'accord ? Donc le holon, l'idée du holon, c'est qu'on ne peut rien étudier juste en tant que partie. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours l'intégrer dans l'ensemble plus vaste auquel il appartient. Donc on peut avoir comme ça l'atome dans la molécule, dans un ensemble de molécules, dans une cellule, dans un organe, dans un système d'organes, dans un individu, dans un groupe humain, dans un écosystème, dans une planète, etc., etc., etc. Donc ça peut comme ça aller vraiment à l'infini. Et donc, pour revenir à notre question de l'évolution, si on veut étudier l'évolution individuelle, ça n'a aucun sens de l'étudier toute seule. Ce qui est intéressant, c'est de l'inscrire simultanément dans l'évolution collective, dans l'évolution de l'ensemble. Si vous voulez, vraiment, donc, on va, en résumant comme ça, un holon, vous l'avez ici, la partie qui s'inscrit dans un ensemble, qui elle-même est une partie qui s'inscrit dans un ensemble. Vous avez compris l'idée. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes psychodynamiques? On a vu tout à l'heure qu'il y avait ce premier groupe de niveau de conscience qui est le stade prépersonnel, qui rejoint le beige, le violet et le rouge. Ce stade prépersonnel, on peut le considérer aussi comme un stade préconventionnel. C'est l'histoire des moustaches du chat, vous savez, ou c'est l'histoire du fait que piquer le jouet de quelqu'un alors qu'il est en train de jouer avec, c'est pas grave, c'est moi le plus fort, donc quel est le problème? Et là, c'est-à-dire que les conventions, la façon de vivre ensemble, collectivement, n'est pas encore construite. On pourrait dire que l'individu se prépare et est en train de se développer, de maturer pour pouvoir après participer à des collectifs. C'est comme si la cellule dans l'organisme, on ne l'a pas encore appris et quelle est sa place et comment fonctionner au sein du poumon, par exemple, qui est comme un organe super important. Donc la cellule est en voie de préparation. Là, l'individu est en voie de préparation pour participer au collectif. Ensuite, on a ce stade personnel. Là, on est vraiment dans
la cellule qui est complètement intégrée, elle est opérationnelle maintenant, elle a compris quel était son rôle, quelle était sa spécificité de cellule au sein du poumon, et peut-être qu'elle devine un petit peu pourquoi le poumon il est important en lien avec l'organisme plus vaste, etc. Mais c'est un petit peu lointain. Mais vraiment, voilà, là l'individu a intégré les règles sociales, il a un surmoi qui fonctionne pas trop mal, il sait ce qui est bien, ce qui est mal, et quand il fait un petit peu... Quand il essaye un petit peu de négocier avec ça, il le fait de façon à ce qu'on ne le voit pas trop, comme ça se passe pas trop mal. Ça, c'est les stades conventionnels. Et puis, les stades transpersonnels, ça, ce serait vraiment la cellule qui, tout d'un coup, réalise qu'elle est plus qu'une cellule, qu'elle est plus que le poumon, elle est plus qu'un organisme, et que vraiment, il y a quelque chose comme ça qui peut s'étendre à l'infini. Et donc là, on est dans les stades post-conventionnels. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, la conscience qui va transcender toutes les limitations du langage, qui va transcender les limitations des sens physiques et qui va rentrer vraiment dans un rapport au monde qui réinvente absolument qu'est-ce que le réel, qu'est-ce qui est vrai, qui je suis, quel est le sens du temps, de l'espace, etc., etc. Donc il va y avoir progressivement comme ça un dépassement et ce qui fait que la personne peut, on dit transcende et inclut le conventionnel, ça, elle peut continuer à éventuellement respecter les feux et les stops en conduisant, et tant mieux, mais elle ne va pas être limitée par tout ce qui conditionne un être humain dans la société. Ok, donc on trouve ces trois stades, les stades où l'individu se prépare à participer au collectif, les stades où l'individu est complètement intriqué dans le collectif, et les stades où il peut transcender et dépasser les limitations que le collectif lui impose. Qu'est-ce que ça donne si on voit ça d'une façon dynamique? Là, vous avez tout le cercle de développement de la conscience qui est tiré du livre The Atman Project. Donc ça commence comme ça à gauche. Progressivement, vraiment, au départ, il y a vraiment cette indifférenciation de la conscience avec la mère, la couverture, le chien. Au départ, la conscience comme ça est indifférenciée. Et puis progressivement, elle va se différencier dans les stades préverbaux. Et là, on est vraiment... sur le stade prépersonnel et préverbal, on est vraiment sur les stades prépersonnels qui sont indiqués ici en violet. L'individu se prépare pour fonctionner au monde, il n'est pas encore autonome. Et puis quand il arrive avec son membership self, sa persona, alors là, il rentre dans les stades personnels, il rentre dans les stades conventionnels, il est opérationnel, il peut fonctionner en société, il est intégré dans la société. Et puis, quand on redescend après les stades transverbaux et transpersonnels, voilà, il dépasse, comme je disais tout à l'heure, les limitations de la société. Alors, qu'est-ce que ça donne? Imaginons une société orange. C'est globalement ce qu'on a ici dans notre société occidentale. Donc, c'est une société qui a pour valeur essentielle la réussite personnelle, le bonheur personnel, l'idée que le bonheur de chacun fera le bonheur de l'ensemble. Et donc c'est une société plutôt libérale, qui essaie de donner un maximum de liberté. C'est une société qui va contre les dogmatismes, en tout cas qui cherche à aller contre les dogmatismes, et pour qui la meilleure voie pour aller vers la vérité, c'est la science, autant que possible. Donc voilà un peu l'ambiance qu'on peut avoir dans cette société orange. Si je nais, là je suis dans une conscience beige, et que je suis dans les stades prépersonnels, d'accord? Donc je suis finalement à un stade de conscience moins développé, moins mature, moins avancé peut-être entre guillemets, que la société dans laquelle je suis. Par exemple, je suis dans une conscience rouge, et moi les règles, c'est même pas que je me plais à les transgresser, c'est que je les connais pas, j'ai pas conscience des règles. Ou alors là, si je suis un peu dans la pensée magique, c'est-à-dire, vous savez, un peu les expériences de Piaget par exemple, où on demande au petit enfant comment ça se fait que quand on roule comme ça la nuit, on voit les arbres défiler et puis la lune comme ça qui ne semble pas bouger. C'est parce qu'elle me suit, elle m'aime bien. Donc voilà, il y a toute cette pensée égocentrique comme ça qui va être présente. Bon là, on est vraiment au stade soit du nourrisson ou vraiment voilà, le plus basique de la conscience, entre guillemets. Pendant ces trois stades préverbaux, la société, donc la partie globale du haut long auquel on participe, va agir comme un aimant, va agir comme un attracteur évolutif. Elle va faire en sorte de nous faire grandir. Parce qu'en fait, la société, le long plus vaste auquel on participe, comme l'organisme dont je parlais tout à l'heure, il a besoin d'êtres qui soient conformes. On peut l'entendre dans un double sens. Il a besoin d'êtres qui fonctionnent et qui respectent ces règles, qui font vivre cet organisme qu'est la société. Donc on pourrait dire, pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois ça peut se faire de façon un peu violente, il va chercher vraiment à attirer, comme ça,
ces êtres qui sont dans des états pré-personnels, il va les faire grandir. Donc si c'est dans le cas d'un enfant, c'est assez simple, mais si c'est dans le cas de, je sais pas, de tribus ou de peuples comme ça, amazoniens ou autres, qui sont peut-être qui sont considérés en stade, par exemple, violet, animiste, à tort ou à raison, hein, mais c'est comme ça qu'on les considère dans cette approche-là, eh bien, ça va être souvent par la violence, de la déforestation ou d'autres moyens, qu'on va chercher à les intégrer, à les faire intégrer dans cette civilisation qui est quand même la plus avancée, sachons-le. La civilisation occidentale est quand même ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas? Pour une société, son point d'évolution est toujours le point ultime, le point de plus grand développement. Donc c'est ça qui est vraiment à amener. Donc sur ces 3 stades de développement, pour le meilleur et pour le pire, la société, la partie globale de Holon va agir comme un attracteur évolutif. Ça c'est donc pour le premier temps. Ensuite, par exemple, l'individu va devenir bleu et là il commence à être dans les stades conventionnels. C'est-à-dire qu'il a conscience des règles, de ce qui se fait pas bien, des mythes qui fondent un peu le collectif. Et donc là, il est déjà un peu plus fonctionnel du point de vue de la société. Et donc, il est déjà un peu plus occidental, oui, un petit peu plus intéressant pour la société. Donc là, ça devient intéressant. Et puis après, peut-être l'étape d'après, quelqu'un d'orange dans une société orange, alors là, c'est parfait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le mainstream, qui va vraiment comprend tous les codes. Et pour la société, vraiment, il y a un côté de renforcement de cet état-là. C'est-à-dire quand vraiment vous êtes en adéquation, c'est assez fluide, c'est facile, c'est opérationnel, vous vous sentez bien dans ce monde, vous vous reconnaissez dans ce monde, le monde vous reconnaît dans ce monde, donc tout va bien. Et donc là, ce qui se passe, c'est que peut-être l'individu va bien fonctionner, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il va y avoir une forme d'arrêt. Et c'est ça que Wilber montre, c'est que finalement la société, elle vous a amené jusque-là, mais elle veut vous garder là. Elle n'a pas intérêt que vous alliez plus loin, parce qu'après, vous allez vous différencier d'elle, vous allez avoir d'autres valeurs, d'autres modèles de fonctionnement. Donc on voit globalement que toute l'organisation de la société est là pour nous amener, nous attirer à cet endroit-là. L'éducation, aussi les médias, toute notre organisation est faite pour qu'on arrive, puisque nous on est a priori plutôt orange, même si on a encore pas mal de bleu et qu'on verdit à certains endroits, elle a tout intérêt à nous amener là et à nous garder là, à ce que ça s'arrête effectivement à ce niveau-là. Donc stop, on s'arrête là. Et on peut avoir des personnes qui, une fois atteint cet état de conscience, ne vont pas aller plus loin. Donc ça, ce sont les stades personnels, les stades conventionnels. Et puis, alors je ne sais pas si c'est par quel miracle, ou en tout cas ce serait quelque chose qui serait intéressant d'étudier, il y a quand même des personnes qui dépassent cette barrière-là et qui continuent leur développement. Et qui, par exemple, là, vont devenir dans un état de conscience vert, c'est-à-dire de dire le bonheur personnel, non, ce qui est important, c'est le vivre ensemble. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit pris en compte. Ce qui est important, c'est que vraiment tout le monde soit pris en compte et peut-être aussi, pas simplement les êtres humains, pas simplement les occidentaux, mais pas dans toutes les zones du monde. Peut-être, pourquoi pas, il faudrait penser à un droit des animaux, à un droit des espèces végétales, pourquoi pas, etc. Donc quelque chose qui devient de plus en plus vaste comme ça. Et puis ça continue aussi. Personnalité, une conscience jaune, qui va devenir de plus en plus subtile, qui va commencer à avoir un autre rapport à l'espace, au temps, au sens de la vie, au sens du réel, etc. etc. Et puis la conscience turquoise, donc là qui serait un des aboutissements, vraiment la conscience d'un sage qui habiterait au cœur de la société occidentale orange dans laquelle on est. Alors là, c'est assez intéressant sur ces 3 stades transpersonnels. Donc imaginez, je suis un individu qui est vraiment dans un état de conscience, un niveau de conscience un peu plus avancé, voire un peu plus, avancé, pas au sens supérieur encore une fois, mais plus mature, en tout cas différent, ultérieur par rapport à la société et au point médian de la société dans laquelle je suis. Plusieurs cas de figure. D'abord, on ne me laisse pas faire. On me dit que tu es un bel idéaliste ou que tes valeurs là, des petits oiseaux, des animaux, etc., ou je sais pas quoi, en tout cas de pluralité, de mettre l'accent non pas sur la performance, mais vraiment sur la qualité de relation, sur la qualité de vivre ensemble, on va nous dire que c'est n'importe quoi. On peut pas, faut être réaliste, n'est-ce pas, pour une société orange. Donc voilà, on peut être comme ça vraiment attaqué, et de plus en plus attaqué, et on va le voir juste un peu après. Une des manières qu'a la société de nous faire,
En fait, là, l'aimant qui nous aidait à évoluer dans les premiers temps, là, c'est plutôt un aimant régressif, un aimant involutif. On cherche à nous faire revenir en arrière, à nous faire reprendre raison, retrouver raison, on pourrait dire. Et donc, une manière de faire ça, c'est et ça, Stan Grof l'a beaucoup montré, Wilber aussi un petit peu, c'est vraiment l'histoire de pathologiser ces parties-là. C'est-à-dire que si vous êtes là, et notamment dans les perceptions un peu plus subtiles qu'on peut avoir dans l'état de conscience jaune ou dans l'état de conscience turquoise, ce sont des hallucinations, ce sont des crises psychotiques, et nous savons où nous pouvons nous occuper de vous. Donc on va avoir une manière comme ça c'est pas nous avons les moyens de vous faire parler, mais nous avons les moyens de vous faire taire par rapport à ces absurdités que vous pouvez vivre. Vous parlez aux arbres, par exemple, c'est très très grave, et donc on va voir comment on va vous faire revenir dans une bonne conscience orange, fonctionnelle, efficace, et vous faire rentrer dans le système. Donc ça peut être la société vis-à-vis de l'individu, mais moi je le vois aussi en cabinet, il y a des individus qui doutent eux-mêmes. Et effectivement, ils se disent, mais en fait je suis malade, enfin, je vois bien que j'ai l'impression que ce monde il n'est pas fait pour moi, je ne le comprends pas, c'est pas les mêmes codes, il y a quelque chose qui ne joue pas, mais c'est moi qui ai un problème. Donc ça peut être très très violent si on n'a pas justement cette vision un peu plus large, comme ça, un peu plus globale, de se dire effectivement j'ai un problème et il faut que je revienne dans le moule dominant et dans ces normes dominantes qui sont présentes dans la société. Ou alors, on est suffisamment fort, suffisamment affirmé, et peut-être on s'associe avec d'autres consciences vertes dans cet élan du vivre ensemble, d'autres consciences jaunes, d'autres consciences turquoises. Et puis ce sont ces petits groupes d'individus qui eux-mêmes vont devenir un aimant et qui eux-mêmes vont amener à déplacer justement le pôle de conscience de la société qui progressivement va devenir vert, qui progressivement va devenir jaune. Et là, peut-être, on est dans une société presque d'êtres éveillés. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? C'est le mythe de Shambhala ou de Shangri-La chez les bouddhistes. Une société d'êtres vraiment qui sont comme ça, complètement, on pourrait dire, individués au sens jungien du terme. Donc, qui sont vraiment aboutis individuellement et en lien avec l'ensemble, conscients justement de leur participation au tout organique que peut représenter la société, la planète Terre. Et donc, progressivement, là, je fais de la psychologie prospective. Et puis progressivement une société carrément turquoise. D'après ces modèles, on a rendez-vous avec ça. Donc vous voyez vraiment l'idée là, c'est sur ces stades prépersonnels, la société, le holon, la dimension collective du holon joue comme un attracteur. Dans les stades personnels conventionnels, il y a une forme d'arrêt, on va figer le développement, et puis après, ça va jouer comme quelque chose qui va plutôt tendre à nous ramener en arrière. Alors ça nous amène à la question du normal et du pathologique. Et voilà, quand on est des thérapeutes, quelle que soit notre spécialité, c'est quand même la question du normal et du pathologique évidemment très importante. Et évidemment, vous imaginez bien qu'à l'échelle, à la lumière de tout ça, c'est très relatif. Imaginez, je vois la Vierge, presque quotidiennement. Je lui parle, elle me répond. Balèze, hein? Si je suis dans une société bleue, c'est-à-dire une société religieuse, type du Moyen-Âge par exemple, eh bien le fait que je vois la Vierge, que je lui parle et qu'elle me réponde, c'est plutôt bon pour moi. Et peut-être qu'on va m'honorer, peut-être on va me reconnaître, peut-être il y a des gens qui vont encore prier qui je suis des siècles plus tard, parce que je voyais la Vierge, que je lui parlais et qu'elle me répondait. Elle me disait des trucs pas mal en plus. J'habite à Paris en 2018, je vois la Vierge, je lui parle, elle me répond. On va parler de moi, mais pas dans quelques siècles, mais plutôt dans la supervision de psychiatre, quelque part dans un hôpital psychiatrique. Parce que ça va être vu effectivement comme étant fondamentalement pathologique, comme une crise psychotique, un délire psychotique, et qu'on va vouloir évidemment me ramener dans le droit chemin. Autre exemple, je suis homosexuel, et je vis au Moyen-Âge, mais sans remonter jusque-là, hein, il y a quelques décennies en France, en Grande-Bretagne, dans les pays occidentaux, l'homosexualité était une maladie mentale. Dans les premières versions du DSM, hein, dans la Bible des psychiatres, là, l'homosexualité était une maladie mentale, psychiatrique, et on forçait
certaines personnes reconnues, dénoncées. Il y avait un jugement, hein, si vous étiez coupable d'homosexualité, à un traitement forcé de castration chimique, sinon on était enfermé. Donc c'était quand même assez violent. Et je ne vous parle pas de, là en l'occurrence c'était au Moyen-Âge, mais aussi il y a simplement quelques décennies. Aujourd'hui, si je suis homosexuel, je ne dis pas que c'est facile la vie pour les homosexuels, de loin pas, mais en tout cas on ne va a priori pas me trucider, en tout cas en Occident. Il y a encore des pays évidemment dans des consciences bleues, voire rouges, où ça va être carrément dangereux, j'ai plutôt intérêt à pas trop le dire, mais là je peux être maire de Paris, maire de New York, ou je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas voilà, vous voyez un petit peu, en tout cas on va pas me traiter de malade, en tout cas dans la société dominante. Vous voyez le côté relatif que peut avoir cette question du normal et du pathologique, et que évidemment dans le vécu en termes de frontières de la conscience, de qualité de perception qu'on peut avoir dans les niveaux transpersonnels. Aujourd'hui, dans la psychiatrie, on parle par exemple non pas d'état modifié de conscience, mais d'état altéré de conscience. Quand on voit des réalités subtiles, on dit ben voilà, c'est une conscience abîmée, c'est pas une conscience qui peut-être fait une percée dans la perception. Donc cette question du normal et du pathologique est très importante. Là-dessus, je ne vais pas trop insister, mais Wilber, il insiste énormément, il en fait vraiment un de ses... D'ailleurs, il s'est fait beaucoup d'ennemis avec cette question-là de la confusion entre les stades pré-personnels et les stades transpersonnels. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent beaucoup. Entre un enfant et un sage, il y a beaucoup de ressemblances. Mais ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même chose. Ce n'est pas parce que l'enfant, il fonctionne, il a une conscience qui n'est pas encore langagière, qui est pré-langagière. Ce n'est pas parce que le sage ou le mystique rentre dans une réalité qui est translangagière, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Par exemple, Freud, lui, il a été un peu dans cette confusion pré et du trans, quand il dit qu'il y a cette, en tout cas selon Wilber, après on peut en discuter, quand quelqu'un médite pour rejoindre la grande unité fondamentale, pour lui c'est forcément régressif, et c'est la tendance à vouloir retourner dans la matrice maternelle. Ça se défend hein, comme point de vue. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Ça se ressemble, et c'est pour ça qu'il dans ce schéma, il les met un peu au même niveau, le pré-personnel et le transpersonnel, ils partent presque du même endroit, mais ce n'est pas tout à fait du même endroit, et il y a une différence fondamentale. Ou quand on va avoir des choses voilà, plus subtiles dans la perception, et ben certains psychiatres, beaucoup de psychiatres vont ramener ça comme une crise psychotique qui est en lien avec l'imaginaire de l'enfant et la confusion entre le réel et l'imaginaire. Je ne développe pas plus que ça, même si ce serait en soi quelque chose d'assez passionnant. Autre chose, mais je sais que vous l'avez déjà développé, pas le dernier cours, mais l'avant-dernier cours avec Cyril, évidemment que dans la relation thérapeutique, ça va être très important de savoir sur quel stade de conscience je suis. Si je suis un client qui est dans une conscience verte, relativiste, qui cherche l'harmonie, qui cherche vraiment la pluralité des points de vue, si je vais rencontrer un thérapeute qui est dans une conscience bleue, c'est moi qui sais, j'ai fait des études, prenez ça, mais je peux comprendre pourquoi, quels sont les effets secondaires, quel impact ça peut avoir, est-ce qu'il n'y a pas une origine plutôt psychologique dans mon trouble, prenez ça, c'est moi qui fais les études, je caricature beaucoup. Hein. Évidemment, ça va pas convenir dans cette relation-là. Si ils rencontrent un thérapeute qui est aussi dans une conscience verte, peut-être qu'ils vont beaucoup plus se comprendre, et là c'est peut-être une histoire d'amour entre un client et un thérapeute qui va durer plusieurs années. Et ils vont se comprendre, ça va être intéressant, mais peut-être aussi que ça va stagner cette relation-là. C'est-à-dire que le thérapeute, peut-être, il ne peut pas l'amener beaucoup plus loin que là où il en est lui-même. Peut-être si un jour il rencontre un thérapeute dans une conscience jaune, ce client, il va commencer à découvrir un peu d'autres choses, d'autres possibles. Donc c'est intéressant de savoir nous-mêmes, hein, je crois que c'est aussi l'intérêt vous avoir proposé à la fois tout ce que j'ai vu avec Graves, avec la spirale dynamique, et puis ce qu'on voit ce soir, de faire sa propre auto-évaluation, pour voir un peu où on en est et quel impact ça peut avoir dans notre pratique au quotidien avec les clients ou avec les patients. Autre chose importante, donc là on a vu vraiment ce lien entre l'évolution individuelle et l'évolution collective. Autre chose intéressante, c'est le fait, ça c'est une distinction aussi que Wilber, en tout cas pour moi c'est un des premiers, sinon certainement d'autres en ont parlé par la suite, à développer, c'est la différence entre état de conscience et niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est ce qu'on a vu avec les différents stades, c'est-à-dire je peux être globalement un état de conscience orange, donc vraiment centré sur mon propre épanouissement, mon propre développement personnel, ma propre réussite, un cadre de lecture plutôt scientifique, etc., etc. Mais je peux aussi expérimenter
Et j'expérimente de toute façon différents états de conscience. Il y a mon niveau de conscience et il y a les états de conscience auxquels je participe. Les états sont beaucoup plus transitoires. Mon niveau de conscience, c'est ma base, on pourrait dire, c'est ma note fondamentale en termes de conscience. Alors, et là on retrouve la notion un peu métaphysique qu'on a vue au tout début. Wilber met en lien des états de conscience. Vous avez l'état d'éveil, c'est en anglais, je suis désolé, l'état de rêve, l'état de sommeil profond et puis l'état non-duel. Donc différents états de conscience qui nous mettent en lien avec des réalités soit complètement denses, avec le corps grossier, gross body. L'état de rêve, il le met en correspondance avec le corps subtil. L'état de sommeil profond avec le corps causal, donc vraiment, je pourrais dire le corps du soi. Et puis l'état non-duel avec vraiment l'esprit le plus abstrait qu'on puisse imaginer. Donc on a un niveau de conscience et on a des états de conscience. Quel que soit notre niveau de conscience, on expérimente de façon naturelle ou artificielle. Le sommeil, tout ça, c'est des choses plutôt naturelles. On peut avoir aussi comme ça dans la nature, ou par la musique, ou dans la relation amoureuse, des états de conscience comme ça différents. Ou alors évidemment on peut les provoquer par l'hypnose, par la respiration holotropique, par la méditation, en prenant des substances. On peut aussi expérimenter des états de conscience comme ça, différents. Alors qu'est-ce que ça donne? Si on reprend le développement de la conscience d'un individu avec ses différents stades, là je le reprends sur l'échelle d'une vie entière, évidemment que ça ne va pas donner ça, même si le mouvement global c'est peut-être, parce qu'on voit qu'il y a un sens à l'évolution, là on est dans le temps, donc on pourrait imaginer que quelqu'un qui passe du stade pré-personnel progressivement au stade personnel, au stade transpersonnel, mais ça donne un peu plus ça. Voilà, je vous présente ma courbe d'évolution. Ça n'a pas toujours été facile. Donc vous voyez un peu l'idée de quelque chose qui n'est absolument pas linéaire. Si on regarde un peu plus dans le détail, ici, au niveau 1, 2 et 3, on a quelqu'un, par exemple, au niveau 1 qui est plutôt au stade final du stade pré-personnel, donc il serait en conscience rouge, par exemple, et puis il fait une expérience, peut-être dans un rêve, ou peut-être dans la nature, tout d'un coup, une expérience transpersonnelle. Une expérience d'unité absolument extraordinaire. Ça le touche, hop, et puis il revient. Après, ça le touche peut-être 3 secondes, peut-être 1 heure, peut-être il a un peu chamboulé quelques jours, mais il revient à son état initial. Pareil au niveau du 2, là il est plutôt au stade bleu de conscience, donc il rentre dans l'état personnel, conventionnel, et puis nouvelle expérience. Peut-être que là, il a fait, je sais pas, une hutte de sudation. Des copains lui ont dit « Viens, c'est super les huttes de sudation, ou, tu vas voir, on vit plein de trucs. » Et puis il a vécu quelque chose effectivement d'un peu balèze comme ça. Et puis 4, ben voilà, là c'est quelqu'un qui est au niveau peut-être vert, et puis nouvelle expérience. Peut-être dans une méditation, ou peut-être en prenant des substances, ou peut-être en faisant l'amour, avec la musique, etc., etc. Donc vous voyez, cet état, c'est vraiment les niveaux de conscience, c'est la base de la conscience qui est là au quotidien. Et puis les états de conscience qui sont des choses comme ça qui peuvent être beaucoup plus fugaces. Là, au niveau 4, il est dans les stades vert, jaune, et puis là, il a compris que ça devenait intéressant. Donc il est dans une méditation régulière. Donc vous voyez ces allées et venues comme ça sur des niveaux plus subtils. Et avec l'idée chez Wilber que c'est plus on va vivre des états modifiés de conscience, quelles que soient les techniques, plus ça va justement dynamiser, activer, favoriser ce développement des niveaux de conscience. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui favorise comme ça. État de conscience, il y a un impact direct sur les niveaux de conscience. Quelque chose que j'ai volontairement inscrit comme ça, alors ça c'est complètement empirique, à la fois dans mon expérience personnelle et puis dans beaucoup de gens que j'accompagne, c'est que vous voyez, quand on revient après un état de conscience qui fait une percée comme ça vers le haut, on ne revient pas au niveau où on est parti, on revient un peu plus bas, comme une sorte d'effet autocinétique. Et j'entends beaucoup de personnes, par exemple, qui disent « Le jour où j'ai fait la plus belle méditation de ma vie, c'était le jour où j'étais le plus irrité de ma vie. Quoi. Enfin, je supportais personne, j'ai engueulé mon patron, tout le monde à la maison. J'étais vraiment, moi qui d'habitude suis plutôt maître de moi. Comme s'il y avait quelque chose comme ça qui ébranlait
dans notre niveau d'évolution globale, ou alors peut-être je me suis senti déprimé pendant plusieurs jours alors que j'ai fait cette expérience-là. J'ai fait une retraite d'une semaine dans un ashram, je ne sais pas où, et je suis revenu, j'étais content, mais en fait pendant longtemps, j'ai l'impression que pendant un moment j'allais moins bien qu'avant d'être parti. Je me demande pourquoi je suis parti. Donc il y a l'idée, et ça c'est que peut-être on peut s'inspirer de Jung, c'est une hypothèse, c'est que finalement quand on fait des percées comme ça dans des états de conscience, c'est l'occasion peut-être d'aller chercher des choses qui sont un peu enfouies et de les ramener à la conscience, ce qui expliquerait un peu cet effet autocinétique qui est représenté ici. Et puis, il y a ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une expérience et puis visiblement ça ne s'est pas super bien passé. Et là, vous ne voyez pas, mais ça dure plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il était à un niveau orange-vert, donc quelqu'un qui fonctionne bien, qui a une famille, qui a un travail, etc. Il fait une expérience et puis il s'effondre. C'est ce qu'on appelle la décompensation. Et alors là, je vous ai mis une bonne version, c'est-à-dire que la personne en est revenue, mais il y a des gens qui ne reviennent pas des décompensations. Il y a un effondrement psychique qui soit lié avec une expérience qu'on a provoquée ou quelquefois juste des événements comme ça de la vie, naturellement, qu'on n'est pas forcément allé chercher. Et on voit qu'on revient à un niveau quasiment beige. Donc là, on ne sait même plus s'occuper de nous, on ne sait plus parler, on ne sait plus, des fois même plus marcher. Donc ça peut aller très loin, hein. Les décompensations, ça peut être très, très, très impressionnant par rapport à ça. Donc c'est pas, bien sûr, il peut y avoir cette marche idéale d'une progression comme ça, mais évidemment que ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des moments donnés où ça s'arrête, il y a des moments où ça s'effondre, et ça s'effondre durablement ou complètement, et puis des fois ça peut comme ça reprendre. Donc vous avez compris, l'évolution n'est pas un long fleuve tranquille. Pas toujours en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être juste un zoom par rapport à cet effondrement qu'on voit dans le cercle qui est là. Si on reprend notre cycle de développement, stade pré-personnel, personnel, transpersonnel, quand la conscience comme ça se développe et passe d'un stade à un autre, si tout va bien, mais quelquefois il y a des traumatismes, quelquefois il y a des choses qui sont comme si un stade n'était pas complètement achevé. On parle des fois en gestalt, ceux qui connaissent un peu la gestalt, des gestalts inachevés. Comme s'il y a une partie de nous, finalement, qu'on a laissée en chemin. Parce que quelque chose a été trop dur, on n'a pas pu la digérer, on n'a pas pu la métaboliser, on n'a pas pu l'intégrer. Et donc elle va rester là. C'est ce que j'ai symbolisé avec ce petit triangle dans le stade beige, par exemple. Peut-être qu'au moment, 3 semaines après ma naissance, ma mère a perdu son père, par exemple. Brutalement. Et ma mère adorait son père. Et du coup, alors que j'avais besoin d'elle, elle tombe en dépression. Alors je me suis construit tant bien que mal, il y a eu des gens qui ont pris le relais, mais il y a une part de moi qui est restée figée là et qui n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis je continue mon développement, et puis je commence à bosser sur moi, quelle drôle d'idée. Quelqu'un disait, le développement personnel ou le travail sur soi commence rarement par une bonne nouvelle. Et je crois que c'est assez vrai. Mais ne le dites pas trop. Et puis peut-être quand il arrive au stade à peu près vert, par exemple, dans une expérience d'état modifié de conscience, tout d'un coup, il y a cet effondrement de la conscience qu'on a vu ici. Mais vous voyez, si on le voit comme ça, c'est un effondrement qui peut faire peur, une décompensation, on ne sait pas si il ou elle va en revenir. En fait, il va chercher cette partie-là qui est restée coincée. Cette dépression, cette peur, cette angoisse, cette espèce d'apocalypse qui s'est passée tout d'un coup. Donc, ça, en psychiatrie, on ne va jamais vous dire qu'une décompensation, ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Dans l'approche transpersonnelle, si on accompagne ça, c'est-à-dire si on ne va pas blinder de psychotropes et puis faire vraiment absolument revenir la personne le temps que possible, si on accompagne bien cet effondrement de la conscience, le travail va pouvoir se faire, on va pouvoir aller chercher ça, le ramener à la conscience et puis reprendre notre évolution, enfin notre chemin évolutif là où on en était. Vous voyez cette idée-là, et là ça amène vraiment à une grande confiance quand on accompagne quelqu'un comme ça, et ça peut arriver, moi qui fais des séances de respiration holotropique par exemple, on a des c'est d'ailleurs souvent que ça, des mini décompensations qui peuvent durer quelquefois aussi quelques jours. Si on a confiance dans le processus, on sait que la personne probablement elle est en train d'aller ramener à la conscience des choses qu'elle a laissées comme ça en chemin, et souvent d'ailleurs il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir à différents stades de la conscience, et que soit dans un travail conscient, soit un peu naturellement, comme ça, par les hasards ou les synchronicités de la vie, on va pouvoir aller
recherché, donc ça peut donner l'impression d'un retour en arrière, mais en fait on ramène ça, on remet ça dans le circuit de l'évolution de la psyché, et on va pouvoir reprendre ce chemin du développement de la conscience. Autre chose que vous avez vu la semaine dernière, que vous avez, je crois, juste abordé, c'est la question des lignes de développement. Donc là on a vu que le développement n'était pas linéaire, qu'entre les états de conscience et les niveaux de conscience, ça nous donnait comme ça quelque chose d'assez discontinu. Mais c'est aussi la question des lignes de développement. C'est-à-dire que, et ça aussi je crois que c'est Wilber qui est le premier, ou en tout cas l'un des premiers vraiment à parler de ça, je peux dire que je suis quelqu'un dans une conscience plutôt verte par exemple, donc pour moi c'est très important de multiplier les points de vue, le vivre ensemble, la prise en compte du vivant dans son ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tout mon être va être vert. C'est-à-dire que peut-être il y a beaucoup d'endroits de mon être qui vont être sur cette échelle de valeur, mais qu'il y en a d'autres qui vont être encore un peu plus matures, peut-être un peu jaunes, et d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Peut-être il y a des aspects de mon être qui sont carrément rouges. Quand je prends ma voiture, par exemple, tout d'un coup je suis en mode, je sais pas, tout ce côté-là, tout d'un coup le vert il n'est plus du tout là. Et puis c'est moi qui suis tout seul sur la route, en tout cas si je pouvais être tout seul et si les autres pouvaient le réaliser. Ou peut-être que tout d'un coup, quand je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, tout d'un coup, je suis très bleu. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui a une place de pouvoir, tout d'un coup, je me sens comme un petit garçon très obéissant et très soumis à l'autorité. Et que dans les relations interpersonnelles, je ne suis plus du tout dans quelque chose d'égalitaire, de relatif, etc. Je deviens ce petit garçon très... ah oui, d'accord, je vais être dans quelque chose de très bleu, c'est-à-dire très conformiste, très conventionnel, alors que peut-être le reste du temps, je ne m'identifie pas du tout à ça. Donc, Wilber développe un très grand nombre de lignes de développement, dont certaines sont inspirées du travail sur les intelligences multiples de Howard Gardner, si vous connaissez. Vous savez, Howard Gardner qui a travaillé sur l'intelligence, qui a montré que l'intelligence qu'on mesurait dans le QI, c'était qu'un type d'intelligence, mais il y a aussi l'intelligence esthétique, kinesthésique, verbale, musicale, etc. Donc lui, il a vu 8 intelligences, mais en fait, ce qui serait un certain nombre de lignes de développement. Et Wilber, alors c'est pas une liste exhaustive, mais il nous montre plein de... que notre développement, il n'est pas uniforme, et il se déploie sur toutes ces lignes de développement. Par exemple, la cognition, le développement moral, mes capacités interpersonnelles, ma gestion des émotions, mon intelligence spatio-temporelle, mes besoins, mon identité, etc., mes valeurs, ma relation à la sexualité, au spirituel, etc., etc. Donc finalement, ce développement de la conscience, il est beaucoup plus complexe, et ça peut donner ce qu'il appelle ce psychographe intégral. Alors ce n'est pas une machine qu'on vous met sur la tête et on vous sort le psychographe, voilà monsieur. Donc là, imaginez que vous avez en bas, sur l'axe horizontal, des lignes de développement, et puis que vous avez les niveaux de développement sur la gauche. C'est ce qui peut expliquer que certaines personnes, ça défraye régulièrement la chronique. Par exemple, imaginons que ce soit le psychographe de Gandhi. À droite, vous allez avoir peut-être son développement cognitif, vous allez avoir son développement spirituel qui est peut-être très développé, hein. C'est jamais un point, on voit que c'est une distribution. Et puis il a souvent défrayé la chronique pour ses comportements sexuels. Il était connu pour dormir avec des femmes assez jeunes, nues évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a régulièrement eu c'est des faits qui sont connus depuis longtemps, et on pourrait se dire, mais quelqu'un d'aussi, un tel personnage, si développé, avec un rayonnement comme ça mondial, comment c'est possible? Ça ne doit pas être possible. Avec ce modèle-là, on peut tout à fait l'expliquer sur le fait que, sur certaines lignes de développement, c'était très mature, c'était très développé, sur d'autres, peut-être très immature, peut-être sur un comportement encore relativement impulsif de type rouge. Il y a quelqu'un d'autre qui était un collègue qui est un peu plus connu en France, qui est un collègue de Wilber qui s'appelle Andrew Cohen, qui a travaillé aussi sur l'élan évolutionniste, et puis qui était vraiment quelqu'un de très suivi, un gourou dans le sens guide du terme aux États-Unis. Et puis tout d'un coup, il y a eu un clash, je crois que c'est sa maman qui a écrit un bouquin sur lui, mais pas que, sur le fait qu'au niveau interpersonnel, c'était quelqu'un d'absolument insupportable. Il était d'une arrogance, d'une violence, des faits qu'il a reconnus. Hein. Après, il a eu une traversée du désert, il revient, il est de temps en temps à Paris. Et donc il a reconnu qu'effectivement, au-delà du fait qu'au niveau cognitif, peut-être spirituel, il y avait quelque chose de très profond, très puissant, au point de faire que des milliers de personnes le suivent, le lisent, soient passionnés par ce qu'il apporte, à d'autres niveaux, était beaucoup plus immature.
Donc ça c'est intéressant. Moi je connais des gens qui ont une intelligence relationnelle, interpersonnelle, émotionnelle absolument extraordinaire. Par contre, quand on doit plancher sur un sujet concret ensemble, ben, c'est un peu plus compliqué, c'est moins organisé. Et puis d'autres, c'est exactement l'inverse. Ça, je trouve très intéressant. Moi, je l'utilise quelquefois en cabinet. Alors, il n'y a pas de... Enfin, peut-être ça existe maintenant, mais Wilber ne l'a pas fait dans le sens d'un test. Vous allez répondre à un certain nombre de questions, bah, ou sortir votre psychographe. C'est plus un outil conceptuel pour réaliser cette différenciation du développement du psychisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui voient que les côtés qui sont les plus matures dans leur développement, et qui ont envie d'aller encore plus loin à cet endroit-là, et puis qui n'ont pas trop envie de voir là où c'est. Mais tu as vu quand même, ok, tu as des super idées dans ton travail, dans ta vie, des super conceptions sur le monde, mais regarde ta situation financière, regarde ton couple ou ta vie affective, comment ça se passe. Ah ouais, et peut-être que là, effectivement, il y aurait besoin d'amener la conscience un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop grand déséquilibre entre ces différentes lignes de développement. Puis d'autres, c'est l'inverse. Ils ont la faculté de voir que là où ils sont petits, entre guillemets. Regarde ça, je suis pas terrible, hein. Et puis en fait il y a d'autres endroits où c'est juste génial, peut-être au niveau musical, esthétique, verbal, interpersonnel, émotionnel. Il y a une grande maturité, il y a quelque chose qui rayonne autour d'eux, et dans l'accompagnement, le fait d'avoir ce modèle là, on va les amener à voir, regarde, il y a ça aussi qui existe, et c'est pas moi qui l'invente, regarde comment ça se passe, regarde ce que les gens te disent. Donc cette question là de la différenciation du développement en différentes lignes de développement avec ce psychographe. Certes, ça complique un peu la donne, en tout cas ça complexifie, mais je trouve que c'est vraiment un outil qui est très pertinent et qu'on peut véritablement utiliser aussi en cabinet. Peut-être juste parce que du coup je ne l'ai pas intégré là-dedans, parce que j'ai vu que Cyril en a parlé la semaine dernière, aussi pour dire cette histoire que le développement n'est pas uniforme. Et vous savez, il vous avait fait ce graphe où en fonction de la journée, vous êtes orange, puis tout d'un coup vous êtes peut-être, vous méditez, par exemple sur votre pratique quotidienne, vous êtes jaune, voire un peu jaunissant, puis tout d'un coup vous retournez avec votre femme, puis vous êtes bleu, vous allez dans votre voiture pour aller au boulot, vous êtes rouge, mais ne le dites pas trop, vous revenez au travail, vous êtes orange. Donc selon les contextes aussi, on va aussi avoir quelque chose comme ça qui n'est pas juste homogène. Ça, c'est intéressant de voir aussi, selon les contextes, comment on fonctionne. Ça, c'était le deuxième zoom. Et le troisième, les deux jambes de l'évolution. Quand vous lisez Wilber, il y a toujours cette idée d'un mouvement transcender et inclure. Je vous ai mis au tout début... dans les différents stades, quand tout se passe bien, c'est un mouvement continu de transcender et inclure, transcender et inclure, transcender et inclure. On pourrait vraiment le représenter, c'est un peu caricatural presque, mais il y a beaucoup de sagesse dans ce symbole du yin et du yang, avec un mouvement comme ça qui tend constamment à aller vers la transcendance, à aller au-delà de ce qui est déjà acquis, et qui inclut l'inclusion, si je peux dire comme ça, et un mouvement complémentaire, pas du tout opposé, mais d'inclusivité, que ce qui a été transcendé doit être inclus dans ce qui a déjà été développé jusque-là. Et que toute l'évolution peut être lue dans ce double mouvement de transcender et inclure. Une autre manière de parler de ça, c'est de dire différencier et intégrer. L'évolution, c'est ce double mouvement de différenciation et d'intégration. Alors on pourrait le lire sur deux niveaux, le niveau horizontal, plutôt relationnel, et le niveau vertical, plutôt intrapsychique. Différenciation et intégration. Vous vous rappelez, vous avez vu ça avec la spirale dynamique Graves, avec Cyril, il y avait toujours, à chaque fois qu'on passait à un stade ultérieur, on était plutôt centré sur l'individu, plutôt centré sur le collectif, puis de nouveau sur l'individu, puis de nouveau sur le collectif. C'est exactement ça. Il y a les niveaux où je suis plutôt axé sur moi, qui je suis, beige, et puis après je reviens vers les autres, violet, et après je reviens vers moi, rouge, et après je reviens vers les autres, bleu, etc., etc. Donc on a vraiment un peu comme un mouvement du cœur, avec la systole et la diastole, je m'ouvre aux autres pour être en lien avec les autres, pour m'intégrer avec les autres, et puis parce que peut-être j'ai peur de me perdre, ou parce qu'il ne faut pas que je perde cette partie-là, je reviens à la partie qui je suis. Et puis de nouveau, je remets plutôt l'accent sur le collectif, et je reviens à la partie que je suis. Si tout se passe bien, comme dans le symbole du yin et du yang, quand je vais vers l'autre, c'est sans me perdre moi-même, quand je reviens vers moi, c'est sans perdre les autres. Transcender et inclure.
Et on a vraiment comme ce battement du cœur, comme ça, qui fait que progressivement, je suis dans une croissance qui fait que l'évolution va dans une étendue de plus en plus vaste. Et c'est ce que Wilber montre, voilà, entre l'égocentrisme à l'ethnocentrisme, c'est mon groupe, au mondocentrisme, ça devient le monde, je suis centré sur le monde, et puis au cosmocentrisme, qu'il écrit avec un K, pour que ce ne soit pas juste le cosmos physique, mais le cosmos intégral. Donc avec ce battement du cœur, avec ce mouvement de différenciation et d'intégration, eh bien, la conscience va être de plus en plus étendue, de plus en plus vaste, et si possible, parce qu'on va voir que ça ne se passe pas toujours aussi bien, sans me perdre moi-même. Toujours avec voilà, ce double mouvement. Et puis on a le même mouvement, cette fois-ci vertical, et là on pourrait prendre l'image de la respiration. L'inspire, qui est un mouvement de différenciation, et l'expire, qui est un mouvement d'intégration. Au départ, je suis qu'un corps physique en tant que nourrissant. L'inspire, je vais progressivement découvrir toute ma vie émotionnelle. Expire, je vais l'intégrer avec ma dimension corporelle. De nouveau, inspire, le mental, vraiment de base, concret. Expire, j'intègre tout ça avec ce qui a déjà été développé, etc. Différenciation d'une nouvelle dimension psychique, intégration, si possible, avec ce qui est de plus en plus existant. Et ces cycles comme ça de respiration font qu'il va y avoir un développement en profondeur. Et le développement intégral de la conscience, l'évolution intégrale de la conscience, pour Wilber, c'est vraiment ce double mouvement, c'est complexe, hein, Wilber, à la fois en étendue, moi et les autres, dans quelque chose qui évidemment est de plus en plus vaste. Évidemment, la représentation de moi qui je suis, elle va changer. Plus je vais intégrer, si c'est juste mon groupe social, ou si c'est l'humanité tout entière, ou si c'est le cosmos, évidemment que mon identité, moi, au milieu de tout ça, en tant que la partie du haut long, ça va muter, ça va se transformer. Et puis dans quelque chose de plus en plus profond, du plus dense, hein, du corps physique, et si possible sans le perdre de vue, puisqu'il doit être intégré avec des dimensions de plus en plus subtiles, de plus en plus abstraites, de plus en plus absolues, peut-être jusqu'à atteindre ces états de vacuité qui avaient été cet insight, et cet état de non-dualité, cet état de vide qui n'est pas vide, qui a été à l'origine du réveil très très fort de Wilber. Alors de nouveau, les choses ne se passent pas toujours de façon aussi fluide et facile. On pourrait dire qu'il y a des pathologies intégrales, c'est-à-dire que parfois il y a manque de différenciation, ce qui va amener à l'indifférenciation, ce qui va amener à la confusion. Si deux dimensions de mon être ne sont pas suffisamment différenciées, ça va me poser un certain nombre de problèmes. Si par exemple je ne sais pas différencier entre ce que je pense et ce que je ressens, ça va me poser des problèmes. D'accord, je cite un exemple de quelqu'un qui était un peu alcoolique, et puis voilà, c'était il y avait cette dépendance qu'on va plutôt lier aux émotions qui étaient là. Et puis il nous disait, mais non, attends, moi je ne suis pas alcoolique, tu sais, moi je bois que du vin. Et le vin c'est vraiment un produit alchimique. Tu regardes, tu as la terre, tu as le ciel, tu as l'eau, tu as l'air, tu as le travail de l'homme, c'est toute une alchimie. Et moi quand je bois du vin, et il ne plaisantait pas, hein, c'est une célébration. Vous voyez, il met de la pensée, ce qui est intelligent, il met du rationnel sur en fait une compulsion complètement émotionnelle qu'il avait, qui fait qu'il buvait beaucoup plus que ce qu'il aurait dû. Et là, il y a, on va dire, vraiment quelque chose d'une confusion entre la pensée et l'émotionnel. Ça, c'est, on pourrait dire, à l'échelle verticale. À l'échelle horizontale, il y a des êtres qui n'arrivent pas, qui sont en indifférenciation entre qu'est-ce que moi j'aime et qu'est-ce que l'autre aime. Alors si vous avez 3 mois et demi, c'est pas trop grave, c'est un peu normal. Mais si vous avez 20 ans, si vous avez 40 ans, dans la relation amoureuse, je sais pas, dans mon comportement sexuel, je sais pas. Et il y a des êtres, vraiment, ils savent pas. Je sais pas si c'est moi qui ai envie, c'est mon partenaire ou ma partenaire qui a envie, ou je sais pas si moi j'ai des enfants parce que c'est vraiment moi qui avais envie d'avoir des enfants, ou si c'est ma mère qui voulait être grand-mère. Et vraiment, je sais pas. Vous voyez, ça peut être très troublant, cette indifférenciation comme ça horizontale. Et elle peut se vivre de plein de façons différentes. Ça, c'est le manque de différenciation. Et ça, évidemment, ça peut s'accompagner aussi en thérapie. Et puis, il y a le manque d'intégration qui va amener la dissociation et au clivage. D'accord ? Donc, les choses ont été différenciées, mais elles n'ont pas été intégrées. Et du coup, elles sont pas simplement différenciées, elles sont carrément dissociées.
par exemple, entre le soi et le reste de la personnalité, toutes les valeurs que je peux vivre en méditation. Il y a des gens, voilà, dans les méditations, dans leur lecture, ils ont plein de valeurs. Puis regardez leur vie concrète, rien à voir, deux mondes. Voilà, il y a quand je médite ou quand je suis en ashram, ou etc. Puis il y a le reste de ma vie. Voilà, il y a mes copains du groupe de méditation et de yoga, et puis il y a mes copains les traders avec qui on s'éclate. Je fais une grosse caricature. Mais on peut être comme ça, alors on peut tenir ça un peu quelque temps, mais à un moment donné, ça peut amener une tension comme ça très importante. Ça a été dissocié, on est capable de vivre ces dimensions-là, mais on n'arrive pas à les amener ensemble. Ou alors dissociation entre soi et la famille. La difficulté, voilà, moi je sais bien qui je suis, la famille je vois bien, ou la société je vois bien, mais qu'est-ce que je peux amener ça? Enfin, quand je suis dans ma famille, franchement je ne sais pas quoi faire de moi, quoi. Voilà, je vois bien que j'ai tel rôle, mais je n'arrive pas à trouver cette place-là. Ou dans la société, en tant que citoyen, je n'arrive pas à voir comment je peux vraiment être à la fois avec moi et quelque chose qui aussi est juste avec la partie plus collective du haut long auquel je participe. Ça pourrait être vraiment, évidemment, beaucoup plus développé, cette histoire-là. Mais vous voyez déjà un peu l'idée, le manque de différenciation. Et dans les petits triangles que je vous ai mis sur le cycle qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des problématiques de manque de différenciation, quelque chose qui était en voie de différenciation, mais qui n'a pas été suffisamment différencié, ou des problèmes d'intégration qui vont aussi poser d'autres soucis de dissociation. La bonne nouvelle, c'est que la vie s'occupe bien de nous, elle nous amène exactement ce qu'il faut pour qu'on aille finalement, de bon gré ou de mal gré, s'occuper de ces parties qui sont insuffisamment différenciées ou insuffisamment intégrées. Voilà un peu ces différents zooms. Il y aurait évidemment, l'œuvre de Wilber a été beaucoup critiquée. C'est aussi lié à la personne, parce que c'est quelqu'un, quand vous le lisez, qui peut être assez cinglant, assez tranchant. Quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le sait. Donc voilà, donc ça a pu irriter beaucoup de personnes. Ce qu'on lui reproche le plus, c'est son côté un peu métaphysique, encore une fois, c'est-à-dire quelque chose comme ça qui est bien pour de la philosophie, mais qu'on peut difficilement intégrer dans de la psychologie. Ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est un modèle très hiérarchique. On pourrait, même s'il s'en défend, qu'un niveau n'est pas supérieur à un autre, ça peut avoir cette tendance-là, comme ça, de donner vraiment quelque chose où certains peuples seraient supérieurs à d'autres, ou plus avancés, etc. Ça peut donner aussi l'impression que finalement, en fait, il n'y a plus de mystère dans l'évolution. Finalement, on voit ça, tu as étudié tous les stades, aussi les stades ultimes avec tous les grands mystiques, etc. Donc finalement, il n'y a plus rien à inventer, tout est tracé. Et ça, certains chercheurs comme Jorge Ferrer, par exemple, qui est aussi dans le mouvement du transpersonnel, proposent des alternatives qui sont très intéressantes par rapport à ça. Mais voilà, il a vraiment l'autre critique, je l'ai évoqué au tout début, c'est que finalement toutes ces données-là, elles ne sont pas ancrées sur une pratique. Il a sa pratique de lui-même à lui-même, mais finalement il généralise de façon très large et probablement un petit peu excessive. Mais ça donne, voilà, moi je vous encourage vraiment à lire Wilber, c'est extrêmement stimulant. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, évidemment, avec lui comme avec personne d'autre, avec tout le monde. C'est toujours important de garder son esprit critique, mais c'est très stimulant, c'est très riche. Évidemment, chacun des points là pourrait être développé bien davantage. Et je trouve en tout cas, voilà, en tant que praticien, il y a vraiment des clés très précieuses pour penser sa pratique, penser son identité, et de nouveau surtout resituer, parce que cette question de l'évolution de la conscience est très présente, c'est la thématique évidemment de ce soir, c'est pour ça qu'on en a parlé, mais c'est omniprésent dans l'œuvre de Wilber, vraiment resituer la problématique des patients ou des clients qu'on a dans un mouvement évolutif à la fois personnel et collectif. Ça donne un éclairage et une saveur beaucoup plus profonde et pertinente. Une petite biblio pour Wilber, donc Atman Project, là c'est vraiment un ouvrage passionnant. Alors c'est bien de lire l'anglais, je vous ai mis 3 livres en français en gras, si vraiment vous êtes réticent à lire l'anglais. Une brève histoire de tout, qui vraiment, malgré le fait que c'est très complexe, il y a beaucoup de matière, d'autant que c'est la synthèse du livre qu'il a écrit juste avant, Sex, Ecology and Spirituality, qui est, comme je vous disais, un de ses ouvrages majeurs.
Donc ça reste très très dense, mais ça se lit bien. Et en plus, il l'a écrit sous forme d'un dialogue imaginaire, donc ça rend la chose assez vivante et assez incarnée. Une biographie qui est très intéressante de Frank Visser, alors qui est un peu 2009, je pense que c'est pas la première, je pense qu'il est paru plutôt en 2001 ou 2002, ce qui fait qu'il y a, voilà, parce qu'il continue d'écrire, cet homme-là, malgré une maladie rare qui l'handicape depuis plusieurs années maintenant, mais Wilber continue de travailler, continue d'écrire, d'intervenir dans certains symposiums, colloques, conférences, donc ça peut être très très intéressant de lire Ken Wilber, La pensée comme passion. Et puis un autre bouquin qui est pas directement en lien avec Wilber, mais peut-être certains connaissent, c'est le fameux bouquin de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organizations. Donc c'est un bouquin écrit par un Français en anglais, mais qui a été traduit en français. Donc vous pouvez le lire en français. Et qui, je l'ai mis parce que finalement, il s'inspire vraiment des différents stades de développement, plus wilberien que de Graves. C'est très proche de la spirale dynamique, mais c'est vraiment la version Wilber de la spirale dynamique. Et il montre comment ça peut s'implanter dans le monde de l'entreprise, de l'organisation du travail. Donc c'est un travail très très bien documenté, référencé, c'est vraiment des études qu'il a fait dans des grandes entreprises, et il montre notamment comment ça peut être une organisation du travail sur les stades ultérieurs qu'il appelle teal, c'est-à-dire opale, je crois, en français, donc qui correspondent à peu près au jaune de la spirale dynamique. Et c'est très 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 intéressant parce qu'on voit vraiment le possible, pas simplement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, de comment on peut s'organiser sur ces stades qui commencent à entrer dans le transpersonnel progressivement. Donc c'est un très très bon bouquin, très intéressant. Il y a des vidéos aussi de Frédéric Laloux, vous pouvez regarder sur YouTube. Et tout le reste est aussi passionnant, donc allez-y, si vous lisez un peu l'anglais, ça peut être tout à fait passionnant. Alors voilà, moi j'ai fini pour ce que j'avais préparé pour vous. Finalement, je ne suis pas si en retard que ça, je suis content. Et on peut prendre le temps de quelques questions si vous en avez. En tout cas, je vous remercie déjà dans un premier temps pour votre attention.